Olivier Zacek is our next speaker, and I get that name right, I think. Thank you very much. Also brings something different to the table, which was the agenda. Olivier is a professor of political science and international relations at Université Jean Moulin, Lyon 3. He's the founder and director of the IESD there, so the Institut d'études de stratégie et de défense. And a conference like this, I think, needs historians who also study what's actually happening today, and he can speak to policymakers and so forth. Olivier has a CV and a list of publications, that's depressing to mere mortals like myself, but covering all aspects of IR, lots of work on French policy and American policy and countless other subjects. Interestingly, Olivier is the only one here who was brave enough to list, I say brave enough, to list ontology as one of his research interests in war, and that really piqued my interest. And so I thought, I was very keen for him to join us. It's not the only reason that I'm happy that you're here, Olivier, but it's one of them. And it's one of the reasons I'm very happy to hand the floor over to you. Thank you, Alan. Thank you very much. Yeah, I will put it, perhaps doing the two things at the same time, but I will prevail. Thank you very much, Alan, to host me here. I'm more than happy to be with you, not only to speak about ontology, but also to discuss with you about what war is and could be. And it's in only 1 minute, I think. That's it. Okay. Oh, thank you very much. So, I would try to. We had with Manuel war on nature in a certain way, and here we are back to the nature of war in a way that's complementary. But it's all about ontology, I would say. I will switch now to French, if I may. The first thing here, and I will try not to be too long. I have 20 minutes, roughly. Okay. J'ai traité cette question. Le terme choisi, syllogisme héristique, peut sembler un peu, effectivement, barbare, au sens peu compliqué, peut-être, mais j'espère pouvoir le justifier et l'expliquer de manière claire dans les minutes qui vont suivre. La question, c'est bien celle du titre général de notre colloque, qui porte sur la nature de la guerre et les concepts. Et comme on le sait, hein, le concept, ce n'est pas seulement une idée ou une notion, il y a des différences entre ces mots, elles sont importantes. Le concept, chez Aristote, mais chez Kant aussi, renvoie à la nature des choses, à l'essence des choses. Donc, quelle est l'essence du concept de guerre? Et évidemment, ça nous oblige à réfléchir à sa nature, non pas aux différences formelles entre les conflits, hein, le caractère de la guerre, comme on dit, les formes des conflits, dans l'espace et dans le temps, non pas la catégorisation des actions tactico-opératives qui font le quotidien d'un conflit armé particulier, et que le droit d'ailleurs va saisir pour les hiérarchiser, pour les catégoriser, pour les juger. Mais au contraire, ici, ce qui m'intéresse, c'est ce qui rassemble les conflits, ce qui les fait se ressembler entre eux et ce qui nous permet d'en comprendre la logique intemporelle. Donc, non pas le caractère des conflits armés, mais la nature de la guerre. La guerre, si vous voulez, essentialisée. Donc, ça m'amène forcément, pour traiter ce sujet, à situer le propos quelque part entre les études stratégiques, avec ce qu'il y a de plus intemporel dans les études stratégiques, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle la pensée stratégique, et d'autre part, un peu de philosophie politique. Je commencerai par un premier point. Next slide, please. Thank you very much, Emmanuel.
Premier point, c'est la guerre comme syllogisme. On va commencer par le départ. Et deux philosophes importants, et surtout un, please, yeah, the next one, qui est Héraclite. Next one, thank you very much. On sait tous, on connaît tous, si on s'intéresse à la guerre, à la manière dont elle, non pas dont elle fonctionne, mais dont elle est positionnée dans l'orbe des actions humaines. On connaît tous effectivement l'importance d'Héraclite. On sait que cette philosophie du devenir, qui est celle d'Héraclite, c'est une pensée, qui est une philosophie mobiliste, a en son centre, si vous voulez, le principe de polémos, un principe générateur de tout ce qui vit chez Héraclite, et dont il fait le critère explicatif d'un certain nombre de quasiment tous les comportements. Et c'est un critère explicatif qui est relativement paradoxal chez Héraclite. Alors on n'a que quelques, vous le savez, fragments d'Héraclite. Hein. Il n'y a pas de philosophie constituée. Il murmure plus qu'il ne à nos oreilles aujourd'hui, plus qu'il ne dit véritablement quelque chose de constitué. Mais tout de même, on a des fragments. Le premier que j'ai pris ici, c'est le fragment B53, c'est le plus célèbre. La guerre est mère de toutes choses, reine de toutes choses, et elle fait apparaître les uns comme dieux, les autres comme hommes, et elle fait les uns libres et les autres esclaves. Généralement, on en reste à ce fragment-là, il y en a un certain nombre. J'ai choisi d'en prendre un autre, le B8, hein, selon la catégorisation canonique, qui laisse entendre chez Héraclite que le cœur de cette lutte primordiale, si vous voulez, bat au rythme d'une perpétuelle harmonie des contraires. Ceux qui s'opposent coopèrent, et de ceux qui divergent procède la plus belle harmonie. Et la lutte engendre toute chose. Et la lutte engendre toute chose, ça c'est le lien avec le B53, le premier fragment, mais je reviens sur ce qui est le plus paradoxal et donc le plus intéressant ici. Ceux qui s'opposent coopèrent, et de ceux qui divergent procède la plus belle harmonie. Donc, ces deux premières sentences se complètent sous un certain angle, évidemment, mais de leur rapprochement naît aussi un paradoxe. Et donc un questionnement. Quel questionnement de cette intervention? Quel serait au juste l'intégrateur qui est propre au conflit et qui lui permettrait d'être tout à la fois opposition et coopération, divergence et harmonie? Comment est-ce que, en factorisant deux valeurs négatives, on peut déboucher sur du positif? Et en fait, cette question, qui est une question mathématique également, la factorisation des nombres négatifs, eh ben, c'est une question proprement politique, elle renvoie à la guerre. Comment est-ce qu'en factorisant deux propositions opposées, donc qualifiées négativement, on peut déboucher sur du positif? Une sortie de conflit armé, une négociation, une paix, un traité éventuellement. Sur ce point, Héraclite donne un indice de réponse. Et ça, c'est un troisième fragment. C'est le fragment B2 qui suggère que, en fait, la solution, c'est le logos. Souvent, les gens utilisent, vous savez, ce mot polémologie, polémologos, en s'intéressant au premier des deux termes qu'il constitue, polémos, et pas à logos, polémologie. Le logos, c'est ce qui serait le canal privilégié d'une union paradoxale. Il relierait les protagonistes de la vie entendue comme lutte chez Héraclite, mais il pourrait les unir à condition qu'ils soient envisagés de manière dialogique et pas monologique. C'est pourquoi, dit-il, écrit-il, il faut s'attacher au commun, car le commun unit. Mais alors que le logos est commun aux êtres vivants, la plupart s'approprient leur pensée comme une chose personnelle. Et si on lit ces trois fragments comme une seule et unique proposition, il en ressort quelque chose qui nous amène à un questionnement sociopolitique essentiel sur la nature de la guerre, nature of war. En les rattachant les uns aux autres, on peut éventuellement supposer l'existence, au cœur même de l'affrontement armé, de ce que j'appellerais une alchimie dialogique qui dérive fonctionnellement du phénomène d'antagonisme. Ceux qui s'opposent coopèrent. Seulement, le problème, c'est que ici, on a une solution directement, mais elle est de nature intuitive. Et on ne comprend pas
la manière dont on peut passer du négatif au positif. Et donc, on ne peut pas se contenter de cette vision héraclitéenne et on ne peut pas lui demander plus que ce qu'il murmure, finalement, hein, puisqu'on n'a plus que des fragments d'Héraclite. Et on est obligé de chercher des éléments tangibles pour corroborer cette intuition selon laquelle le combat, engendrant toute chose en mêlant les contraires, permet d'obtenir une convergence seconde à partir de la divergence première. Et pour cela, il est nécessaire de se tourner vers un autre philosophe, qui généralement est opposé à Héraclite sur la question de la guerre, c'est Aristote. Aristote qui vit 2 siècles après Héraclite et dont on retient généralement, mais vous la connaissez tous puisque vous vous intéressez à la guerre, hein, cette phrase « on ne fait la guerre qu'en vue de la paix ». La guerre n'a pas de sens pour elle-même, elle n'a aucun sens. Il faudrait être un criminel pour la rechercher pour elle-même. Elle n'a de sens qu'en vue de la paix, mais il est nécessaire pour la défense de la cité, dit Aristote, de s'y préparer et éventuellement de la mener voilà, dans une perspective défensive. Donc il s'agit de la redouter, de la craindre, mais pas de refuser de la voir. Mais on ne fait la guerre qu'en vue de la paix. Au prix d'un certain nombre de, si vous voulez, de lectures, si l'on s'intéresse, par exemple, on va chercher un certain nombre d'éléments de ce point de vue-là dans l'éthique à Nicomaque, dans la politique, dans la rhétorique, on peut éventuellement ressaisir des étapes intermédiaires du processus de convergence qu'Héraclite ne fait qu'évoquer. Et le pivot des 2 perspectives philosophiques, aristotélicienne et héraclitéenne, me semble pouvoir être saisi justement dans ce fragment B2, celui qui évoque le logos comme un bien commun et non une propriété personnelle de chaque homme. Parce que cette vision-là entre justement en résonance avec le projet aristotélicien, que je résume en empruntant cette formule de Michel Meyer, ce projet qui propose de mettre sur la table ce qu'on entend par bien commun et de faire naître une discussion qui peut être conflictuelle. Donc, prenons ce qui est à la base d'une guerre. Non pas, je ne m'intéresse pas au déroulement, ce qui se passe en post-conflit, etc., mais la base d'une guerre. C'est finalement l'opposition entre 2 acteurs politiques qui suppose une logique contradictoire. Et il n'y a pas besoin que ce soit des acteurs souverains. Tout groupe politique organisé, qu'il soit souverain ou pas, rentre dans cette logique. Réserver la guerre à des relations entre entités souveraines, c'est oublier bien toute la moitié de la réalité. Il y a bien eu une guerre entre l'État islamique qui n'était pas souverain et un certain nombre d'États. C'est une guerre. Il y a des victimes, il y a des meurtres, il y a des destructions, c'est une guerre. Donc c'est vrai que les catégorisations du droit ici, fondées sur la souveraineté, la reconnaissance d'une entité étatique au niveau international, passent à côté de toute une partie de la guerre. Donc, opposition entre 2 acteurs politiques, qu'ils soient souverains ou pas. Et cette opposition, elle suppose une logique contradictoire. Les arguments que j'avance pour défendre mes intérêts contredisent plus ou moins résolument ceux que l'adversaire emploie pour défendre les siens. Alors, cette forme de dispute, vous me direz, peut parfaitement se jouer en temps de paix, et c'est vrai, et ça se passera sous l'égide de la diplomatie. On l'appellera concurrence, compétition, voire même crise, en fonction du degré de contradiction constaté. Mais dans certains cas, et on le sait, et c'est ce qui nous intéresse ici ce matin, cette contradiction atteint une tension telle qu'elle mène jusqu'à une collision, c'est-à-dire un affrontement physique entre 2 volontés. Et ces 2 volontés, dès lors, vont se résigner à comparaître devant ce qu'on appelle le tribunal de la force. À partir de ce moment de bascule, qui est aussi un point qui prend une forme de point d'incandescence, si vous voulez, le rôle dévolu aux 2 fonctions qui gouvernent les relations entre groupes politiques organisés se modifie nécessairement. Il y a le soldat et le diplomate, comme dirait Raymond Aron. Le soldat, jusqu'ici, il était dans l'ombre, vous voyez, il était silencieusement positionné derrière l'épaule du diplomate. Il est toujours là, le soldat. Mais il apporte dans l'ombre une crédibilité dissuasive à la parole du diplomate. Mais il est derrière lui. Mais à partir de ce moment de bascule et de point d'incandescence, le soldat passe au premier rang. C'est le diplomate qui s'efface légèrement. Il reste lui aussi en fond de tableau. Mais c'est le soldat qui va prendre le premier rang et il va passer à l'action. Qu'il attaque d'ailleurs ou qu'il se défende. Et l'affrontement des corps va relayer le conflit des esprits
en inscrivant la tension polémique dans l'espace et dans le temps par le biais de moyens violents, cette fois-ci. Et là, on est dans la guerre. Transposée entre États, cette fois-ci, et plus généralement, je l'ai dit, entre ce que j'appelle des groupes politiques organisés pour contourner la difficulté de ce critère juridique souverain, transposée entre États dans le cadre des relations internationales. Difficile de penser la guerre en dehors des relations internationales. Eh bien, la forme dégradée de débat, qui est une collision de ce type, prendra le nom de guerre. Et elle sera consentie, au moins pour la partie qui la déclenche formellement, afin que le sort des armes accouche d'un nouvel équilibre politique entre adversaires. Donc, si on pose que la guerre induit non pas seulement une logique d'opposition, de recherche de gain absolu, si vous voulez, hein, le modèle de la somme nulle, mais plus fondamentalement, de manière, si vous voulez, plus ontologiquement, un mécanisme de contradiction, eh bien, ça permet d'ouvrir des perspectives intéressantes quand on cherche peut-être à creuser, à discuter, à échanger sur ce qu'est la nature de la guerre. Dans son commentaire de la théorie des vertus qui est exposé dans l'éthique à Nicomaque, Alfredo Gómez Müller souligne que le mécanisme d'opposition, tel que l'entend Aristote, ne peut pas être envisagé autrement que par le truchement, par l'intermédiaire du logos, justement. Se contredire l'un l'autre, on peut se contredire hein, dans un colloque comme celui-là, mais ne devrait pas induire un isolement total de nos paroles, un isolement total de nos positions. Chacun se trouvant retranché derrière son bouclier, la pique pointée sur la gorge de l'adversaire, comme dans les duels homériques. Le combat, le débat, pour garder substance, suppose une forme de communication où, eh bien, comme le dit Gomez-Müller, en commentant Aristote, c'est seulement la sollicitation de la parole d'autrui, c'est seulement par la sollicitation de la parole d'autrui que le principe de contradiction peut être mis en évidence. Donc, on a deux niveaux dans une guerre, toujours en creusant cet aspect de contradiction dans le cadre d'un débat avec des arguments. À un premier niveau, on peut envisager le conflit armé, la guerre entre groupes politiques indépendants, comme le signe qu'il existe une querelle d'intérêts si intense que bien une arène armée s'est imposée pour la vider. Donc, la guerre, c'est le signifié d'une cristallisation conflictuelle née de griefs mutuels et d'une dissociation des échelles de valeur qui a été jugée, à tort ou à raison, inévitable. Donc on est passé de l'autre côté, si vous voulez. Ça, c'est un premier niveau, c'est le signifié. Mais il y a un niveau également plus subtil dans ce qu'on appelle la guerre, un signifiant. La guerre est un révélateur, au sens photographique quasiment. En entrant en guerre, la guerre devient signifiant, elle va révéler les contours et surtout, c'est ce qui m'intéresse ici, les limitations de la dissociation qui la sous-tend. Aussi absolue d'ailleurs que cette dissociation puisse paraître de prime abord. Je contredis les arguments de mon adversaire, je suis arrivé à un tel point de contradiction que j'ai plus envie de discuter. Je passe du conflit des esprits à la collision des corps, je suis en guerre, mais ce qui se passe avec la guerre, et on va retrouver Héraclite, c'est que donc elle est le signifié d'une querelle très intense qui a choisi l'opposition armée pour être vidée, mais à partir du premier instant de la guerre, à partir du moment où elle se déclenche, elle devient également le signifiant des limites de la dissociation qui l'a fait naître, à cause de la friction, à cause de la fatigue, à cause des destructions, à cause du temps de la guerre, à cause de la nécessité d'en sortir le plus vite possible. Elle révèle les limitations de la dissociation. Elle va forcer à dialoguer. Comment est-ce qu'on peut passer du négatif au positif? Et en fait, la guerre ramène à l'essentiel. Elle me force à une étude plus précise de l'adversaire et de ses arguments. On ne s'intéresse jamais autant à la Corée du Nord et à la nature de son régime que lorsque Pyongyang lance un nouveau missile. On ne s'intéresse jamais autant à tel pays que lorsque on est en guerre avec lui. On n'est jamais aussi proche, les Allemands et les Français ne se sont jamais autant étudiés sur tous les plans, culturels, historiques, anthropologiques, etc., que lorsqu'ils ont été en guerre ensemble. Proposition choquante, la guerre rapproche, la guerre oblige à connaître, la guerre oblige à creuser ce qui me sépare réellement de l'adversaire. Pourquoi ? Parce que la guerre consomme mon potentiel, ma patience, la cohésion de mon peuple et de ma société. La guerre, finalement, c'est une sorte de processus où il y a il est à retardement
il m'oblige à en sortir le plus vite possible. Donc il m'oblige à comprendre davantage ce qui m'oppose à l'autre. Donc, la guerre est un dialogue. Et en raison de cet aspect dialogique, il est inévitable que les acteurs politiques A et B prennent conscience, au bout d'un moment, la guerre se prolongeant, de ce qui les oppose fondamentalement à l'origine de la querelle, au-delà des asymétries de perception que comporte la phase initiale de la guerre. Après que l'un, et c'est là que c'est intéressant, après que l'un aura pris un avantage militaire sur l'autre, A et B, hein, je prendrai ça, si vous voulez, pour caractériser les acteurs, leur donner un nom, A et B, après une première victoire militaire de l'un sur l'autre, prendront conscience aussi de ce qui pourrait éventuellement les faire converger tous les deux vers une solution négociée. Dialoguer, c'est échanger, et comme le dit Ruth Amossi, en théorie de l'argumentation, dialoguer, c'est échanger, et c'est changer en échangeant. C'est une question de perception. Donc, en fait, pour que ça advienne, pour que ça marche, pour que ça fonctionne, il faut que la possibilité du dialogue persiste au cœur même de la lutte armée et que l'opposition entre A et B se voit résorbée par étapes, plus ou moins sanglantes. Il faut qu'existe un catalyseur qui, comme le dit Amossi, demeure stable à travers le changement et de ce fait assure la possibilité du changement. C'est-à-dire, et pour ici solliciter la parole philosophique, qu'existe un troisième terme qui fonctionne comme fonctionne le desmos de Platon dans le Timée. C'est-à-dire qu'il fonctionne comme un tiers réconciliateur qui permet de synthétiser les propositions affrontées sans faire pour autant disparaître les spécificités contradictoires de A et de B. Et sur cette base, il est possible de poser cette hypothèse de raisonnement. Si la guerre, qui est un moyen en vue de la paix, et qui n'est que cela, qui ne devrait être que cela, selon Aristote, peut avoir une fonction endogène, si vous voulez, de terminaison conflictuelle, c'est-à-dire elle peut, à partir du négatif, engendrer le positif, si on le considère comme une forme de dialogue paradoxal, est-ce qu'on peut envisager que ce soit la manière d'un syllogisme? Alors, quand je dis ça, l'objectif, bien sûr, c'est de mieux caractériser la fusion des contraires qu'Héraclite nous suggère entre le polémos et le logos. Qu'est-ce que c'est un syllogisme chez Aristote? C'est une inférence médiate qui part de deux propositions, prémices, qui sont fusionnées par l'intermédiaire d'un moyen terme. Si C est A et que B est C, si tout C est A et que tout B est C, alors tout B est A. Bon, on connaît tous ça. Hein, tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, dont Socrate est mortel. Vous avez deux termes de départ isolés au départ, hein, Socrate est mortel. Ils trouvent leur point de correspondance par le canal d'un troisième élément, qui est le mot homme. Dans les relations internationales, si on pose cette hypothèse selon laquelle la guerre pourrait fonctionner à la manière d'un syllogisme, qu'est-ce que ça induit? Ça induit que la proposition qu'on va appeler X, qui est portée par l'État A, et la proposition Y, portée par l'État B, deux acteurs qui ont choisi dans un premier temps de s'affronter, faute de pouvoir concilier leur point de vue, eh bien, que ces deux propositions puissent dans un deuxième temps trouver un point de correspondance par l'intermédiaire d'un troisième terme, un moyen terme conciliateur, appelons-le Z si on veut. Et dès ce moment-là, une première difficulté apparaît qui fragilise l'hypothèse. Si on choisit de considérer la guerre comme la recherche paradoxalement violente d'un moyen terme conciliateur, eh bien, elle ne peut pas fonctionner comme le syllogisme le plus commun, ce qu'on appelle le syllogisme démonstratif, dans la mesure où les prémices A que factorise X et B que factorise Y renvoient aux intérêts vitaux des protagonistes, donc ils sont qualifiés contradictoirement. Selon le principe aristotélicien du tiers exclu, on sait bien, on en est tous conscients, deux propositions contradictoires ne peuvent pas trouver de moyen terme, c'est impossible. Or, la guerre, justement, manifeste un état relationnel dans lequel, à tort ou à raison, A et B, avec les propositions X et Y qu'ils portent respectivement, s'excluent mutuellement du fait même de la définition contradictoire de leurs intérêts. En fait, Y égale moins X. Je vais passer à la slide suivante. Pardon, Emmanuel. Merci beaucoup. Si je prends deux exemples très concrets ici, pour Moscou, pour la Russie et pour le Japon, c'est l'illustration de gauche, les îles Kouriles. Donc pour Moscou, elles sont russes.
Pour le Japon, pour Tokyo, elles sont japonaises. C'est difficile de trouver un moyen terme conciliateur. On est ici dans un type de situation qui correspond à ce que Robert Foglin, en théorie de l'argumentation, appelle de deep disagreement. Deep disagreement. Un autre exemple concret, imaginons que Saddam Hussein chercherait à justifier l'envahissement du Koweït en 1990. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Il aurait pu utiliser un syllogisme. Il aurait pu dire, par exemple, la chose suivante: occuper sa propre province n'est pas un crime. Occuper sa propre province n'est pas un crime. Le Koweït a toujours été une province de l'Irak. L'occupation irakienne du Koweït n'est donc pas un crime. Mais le droit international public qui est opposé à Saddam Hussein à ce moment-là, et en particulier par la coalition menée par les États-Unis, peut lui répliquer selon un syllogisme complètement différent, celui-ci par exemple. Maintenir l'ordre dans sa propre province n'est pas un crime, certes, mais occuper celle d'un autre pays l'est. Le Koweït, État indépendant membre de l'ONU, n'est pas une province de l'Irak. Donc l'occupation irakienne du Koweït est un crime. Et le problème ici, c'est quoi? C'est la catégorisation des propositions. Autrement dit, le nœud du problème, c'est de savoir si l'identité réelle du Koweït est celle d'une province irakienne artificiellement détachée de la Mésopotamie historique par le colonisateur britannique en 1899. Ça s'appelle un fait de nature historico-culturelle. Ou bien, si le Koweït, c'est un État ayant accédé à la pleine souveraineté depuis 1961, ça c'est le point de vue juridique. Et évidemment, la réponse de la famille Al-Sabah, qui règne sur le Koweït depuis 1961, avec la bénédiction du colonisateur britannique, dont le pouvoir tribal a été reconnu au XVIIIe siècle par les Anglais pour des raisons de calcul stratégique et par les Ottomans pour un motif de faiblesse politique, cette réponse-là. Et de l'autre côté, la réponse de Saddam Hussein, qui représente un grand État privé d'un débouché maritime suffisant sur le Golfe, eh bien, ces deux propositions s'opposent absolument. Elles sont contraires. Et dans ce cas d'espèce, eh bien, l'hypothèse du syllogisme ne peut pas fonctionner, c'est-à-dire déboucher sur un résultat tangible, du moins selon les canons de la logique formelle. Parce que le problème se situe là. Aristote ne sépare pas la logique de cohérence et la logique de vérité, ce qui aboutit, selon le principe du tiers exclu, que nous connaissons tous, à l'élimination de la proposition fausse par une autre proposition qui est réputée vraie. Or, si la guerre, et revenons à la nature de la guerre, si en tant que processus, elle suivait toujours cette logique de vérité, eh bien, elle ne pourrait pas aboutir à une négociation. Elle n'aboutirait qu'à souligner l'irréductibilité de la différence entre A et B au lieu de la résorber. Et la seule issue, ce serait la soumission absolue ou la destruction de l'adversaire, essentialisée d'ailleurs sous la figure de l'ennemi. Et nous savons que ce n'est pas le cas. Ça ne se passe pas comme ça dans les relations internationales. Ce n'est pas vrai, la guerre ne fonctionne pas comme ça. L'histoire nous enseigne que l'immense majorité des guerres se termine toujours en réalité par une négociation, c'est-à-dire par une composition entre adversaires où chacun modifie sa proposition de départ à des degrés variables. Donc, et c'est difficile à accepter, ce sera même scandaleux pour un certain nombre d'entre vous, à la guerre, la vérité, que vous l'exprimiez sous une forme morale ou juridique ou éthique, la vérité sépare. Elle ne réunit pas, elle sépare. Et ça pose un problème de taille pour la réflexion politique, surtout aujourd'hui. Dans le cadre spécifique des relations internationales, ce n'est pas la recherche d'une vérité absolue reconnue par A aussi bien que par B qui importe pour la résolution du conflit, mais un simple accord de cohérence minimale en fonction des intérêts vitaux spécifiques à chacun des acteurs. Et ici, j'utilise le terme vital non pas de manière maximaliste, mais au contraire minimaliste. Ce qui est vital est rare par définition, ce qui implique bien que sur tout ce qui n'est pas vital, un accord est en théorie possible. En d'autres termes, les relations internationales, envisagées de manière réaliste, et dans la quasi-totalité des cas, ont ceci de singulier qu'elles mettent en garde contre ce qu'on pourrait appeler la synthèse par élimination. Prenons un autre exemple historique. Merci beaucoup, Manuel. Ça se passait il n'y a pas très loin d'ici, dans les lieux du pouvoir qui étaient spécifiquement français, ici, là, sur cette île de la Cité, l'île Saint-Louis, le Louvre, de l'autre côté de la Seine, à 2 pas de l'endroit où on est aujourd'hui, et en lien avec ce qui se passait également le long de la Loire, hein, dans ces résidences favorites des rois français pendant les guerres de religion, avant, mais également pendant les guerres de religion. Le 23 décembre 1588, Catherine de Médicis explique quelque chose de très important à son fils Henri III qui a du mal à le comprendre. Il est roi de France et en pleine guerre de religion, il vient de faire assassiner son rival politique le plus redoutable, le duc de Guise.
Voilà la parole que Catherine de Médicis s'adresse à son fils, Henri III. Elle lui dit « Bien taillé, mon fils, bien taillé. À présent, il va falloir recoudre. » Et le corps personnel qu'on voit à droite, ici sur le tableau, le corps personnel d'Henri de Guise, surnommé Henri le Balafré, il est percé de coups de dague, il est étendu sur le plancher du château de Blois, mais ce corps-là, il n'est rien par lui-même, rien du tout. Il représente en revanche un corps politique considérable, celui de la Ligue catholique, et donc la moitié des sujets d'un royaume qui est déchiré par les passions de la guerre civile. Et le mot de Catherine ici, le mot de Catherine de Médicis, c'est une profession de foi qui privilégie la logique de cohérence à une impossible logique de vérité, car en fait les torts sont partagés par les deux camps. Si le roi prend parti, s'il devient trop faible, qui va garantir la possibilité de sortie de crise politique entre deux factions complètement chauffées à blanc? Qui assurera la fonction stabilisatrice du desmos platonicien, dont on a parlé il y a un instant, soit ce qui est ce lien harmonieux qui unit les deux premiers termes après qu'ils ont été opposés. Et la suite des événements donne raison à Catherine, qui n'était pas florentine pour rien. Henri III, son fils, va mourir assassiné à son tour, parce qu'il a pris parti. Et pour réaliser la convergence pacificatrice des contradictoires, son successeur et cousin protestant, Henri de Navarre, nouveau desmos incarné, va se faire catholique, en dépit de ses succès militaires initiaux contre les armées de la Ligue. Ce qui nous amène, merci Manuel, au deuxième point que je vais réduire. Donc, le chaos peut être une échelle pour les amateurs de Game of Thrones et de la phrase préférée d'un de ses personnages, qui est le plus politique de la série. Le chaos est une échelle, éventuellement, dans certains cas, même si ça nous met très mal à l'aise quand il s'agit de la guerre. Parce que la nécessité la plus urgente, la plus absolue, j'oserais dire, paradoxalement la plus morale, c'est de sortir, de trouver une porte de sortie qui est politique. C'est la finalité de toute guerre, quelle que soit la violence qu'elle déchaîne. Donc, reposons la question. Comment résoudre la contradiction entre A et B, entre l'opposition des propositions qui sont en apparence la dérivée de leurs intérêts dits vitaux? Comment négocier alors qu'il est trop tard, puisqu'on a déjà engagé le combat? Il y a des morts, donc il y a un cycle de vengeance, donc il y a une haine qui grandit. Et la réponse pourrait être, justement, en prenant au sérieux la nature syllogistique de la guerre, c'est-à-dire en approfondissant dans ce cadre particulier ce qu'on pourrait appeler, ce que j'appellerais la différence entre le contraire et le contradictoire. Comment est-ce qu'on peut y parvenir éventuellement? La guerre, encore une fois, il faut accepter ça, mais c'est une hypothèse. Si on la considère comme la recherche d'un moyen terme entre deux propositions contradictoires, par le biais d'une action de force, il va falloir qu'elle débouche, cette guerre, sur le dépassement de cette contradiction. Néanmoins, si on maintient cette hypothèse de l'utilité d'un syllogisme, celui-ci va relever d'un genre très particulier. Aristote distingue 4 types de syllogismes. Le syllogisme rhétorique, le syllogisme dialectique, le syllogisme scientifique et un syllogisme dont on parle très peu, généralement, le syllogisme éristique. C'est ce dernier syllogisme qu'Aristote écarte, mais qu'il évoque, qui me semble correspondre le mieux dans les relations internationales au mécanisme interne à la guerre, cette fameuse nature de la guerre, Alan. Ce mécanisme qui permet à la guerre de faire naître très paradoxalement une paix. Le problème, c'est que si vous êtes philosophe, vous le savez bien, le syllogisme éristique, c'est pas bien, it's bad. C'est vraiment le mauvais syllogisme. Pourquoi? Parce qu'il désigne les techniques rhétoriques des sophistes. Le syllogisme éristique, il sert à faire passer pour vrai des argumentations faussées. Et ça, c'est condamné. C'est condamné par Platon dans le Gorgias, c'est condamné par Schopenhauer dans l'Eristische Dialectique, c'est condamné même par Aristote dans les réfutations sophistiques. Donc, c'est un mauvais syllogisme. Et le problème, c'est que pour progresser, si on pose ce que peut être la guerre, si on l'envisage dans un cadre dialogique, elle va factoriser des propositions opposées pour produire du positif et une paix, et que on prend en compte cette nature gênante du syllogisme éristique, on va être obligé de contourner les choses. On va être obligé de faire cohabiter, de mettre dans la même pièce Héraclite et Aristote. Héraclite qui ne parle pas de logique de vérité, qui fait s'opposer les contraires, qui fait dialoguer les contraires
pour une plus grande harmonie paradoxale, et Aristote, avec son principe du tiers exclu, qui lui condamne tout ce qui est rhétorique, ce qui est syllogisme héristique. Eh bien, il va falloir qu'ils dialoguent. Il va falloir les faire dialoguer entre eux. Strange bedfellows, peut-être, mais comment dire, cette solution peut déboucher sur des choses intéressantes. Et par exemple, on peut commencer par retenir une autre signification du terme Eris. En grec, vous savez, Eris, c'est la déesse de la discorde. C'est celle qui lance la pomme d'or au milieu des trois déesses pour qu'elles se disputent. Qu'est-ce que ça veut dire, Eris? Ça veut dire discorde, c'est vrai, donc le conflit. Mais on peut également traduire Eris autrement. C'est ce que fait Marcel Conche, par exemple, en France, en commentant Héraclite. Il nous dit, Eris, on devrait plutôt la caractériser, la considérer comme un autre nom de polémos. Non pas la guerre discorde, qui oppose forcément, mais la guerre rivalité, celle qui est évoquée par Hésiode dans les Travaux et les Jours. En d'autres termes, un conflit qui peut être justificateur, unificateur, générateur de paix. Et cette vision-là d'Eris ouvre sur des perspectives éclairantes. Revenons à A et B. Ce sont des unités politiques indépendantes, elles sont en guerre, plus souvent c'est des États, elles sont opposées par des propositions particulières qui qualifient le même objet, mais qui sont définies l'une négativement, l'autre positivement. Et ici, pour appliquer cette nouvelle traduction d'Eris, cet Eris qui ne serait pas que discorde, mais recherche paradoxale d'un commun, même dans la guerre. Prenons un autre exemple très concret qui nous intéresse tous. Pardon, Manuel. C'est celui de la Crimée. Dans les relations internationales, pour Moscou, vous le savez, la Crimée, c'est une province russe. Pour Kiev, pour Volodymyr Zelensky, la Crimée, ce n'est pas une province russe. Si on revient à Aristote, la qualité du jugement est déterminée par la copule, ce qu'il appelle la copule dans le syllogisme, c'est-à-dire le verbe être. La Crimée est une province russe, n'est pas une province russe. Ça, c'est la qualité du jugement, selon qu'elle est affirmative ou négative. Mais, sauf pour des juristes, mais je ne suis pas juriste, opposer Socrate est un homme ou Socrate n'est pas un homme, ce n'est pas du tout la même chose qu'opposer la Crimée est russe, la Crimée n'est pas russe. Pourquoi? Parce que concernant Socrate, cette dialectique-là, c'est celle du vrai ou du faux. Il ne peut pas être à la fois mortel et immortel, Socrate. C'est soit l'un, soit l'autre. Et dans le cas où on voudrait les réconcilier par un syllogisme, on ne voit pas comment celui-ci pourrait fonctionner puisque les propositions particulières s'excluent l'une l'autre. En revanche, dès que nous nous plaçons dans le cadre des relations internationales, qui est un cadre intersubjectif, eh bien, les propositions concernant la Crimée ne sont vraies ou fausses que suivant le point de vue où l'on se place. En d'autres termes, elles contiennent une part variable de vrai et de faux. Au sens relatif, elles sont contradictoires, mais pas fatalement ni entièrement contraires. Alors je sais qu'un juriste s'évanouira en m'écoutant. Je suis désolé, mais je suis un type très particulier de politiste. Moi, j'ai commencé par faire une agrégation d'histoire. La Crimée peut parfaitement être soit l'un, soit l'autre, soit russe, soit ukrainienne. Après tout, elle a été grecque, elle a été romaine, elle a été byzantine, de l'Antiquité jusqu'au XIIIe siècle, génoise à partir du XIVe siècle, ottomane jusqu'au XVIIIe siècle. Donc, de manière à trancher ce problème objectivement, est-ce qu'il faut opposer la grille de lecture historique, certains l'adopteront, à la grille du droit international? Est-ce qu'il faut opposer l'anthropologie à la géographie, l'archéologie à la sociologie? En fait, dans chaque argumentaire relatif à une controverse territoriale, ce sont plusieurs puissances d'affirmation qui se concurrencent, selon une expression de Venn. Donc, ce qu'il faut souligner, et je vais conclure parce que je suis désolé, je suis trop long, c'est parce que justement le cadre de raisonnement qui s'impose à nous quand on cherche ce qu'est la nature de la guerre, ce cadre de raisonnement, c'est celui des relations internationales. On ne peut pas penser la guerre en dehors des relations internationales et de leur nature politique. Alors parce qu'on doit prendre en compte ce cadre, on doit aussi peut-être observer que pour vider la contradiction que j'ai essayé de caractériser un peu longuement, le conflit armé va introduire un biais spécifique dans la négociation de la distance entre les sujets politiques. La guerre est singulière parce qu'elle permet à la logique absolue du vrai et du faux d'être mitigée par une logique relative transverse qui est celle du fort et du faible. Évidemment que cette logique du fort et du faible est fallacieuse, mais force est de constater
que c'est à raison même de son caractère fallacieux qu'elle sera concluante, à condition, comme disent les théoriciens de l'argumentation, qu'elle ne divorce pas de son contexte énonciatif. Donc, en donnant à l'un des acteurs l'avantage sur l'autre de manière très provisoire en réalité, sur le plan militaire, le duel guerrier va faire apparaître aux faibles, dans un premier temps bien sûr, mais aussi aux forts, l'intérêt commun d'un règlement politique, quelle que soit la part de vraisemblable dans leurs arguments de départ. Le vainqueur tactique, il a intérêt d'un côté de l'arène à convertir son avantage militaire provisoire en résultat stratégique et donc politique tangible qu'il puisse saisir. La paix, la victoire, elle est très fragile, elle est très provisoire. Mais il lui faut pour cela la collaboration de son vaincu, la collaboration volontaire de son vaincu. Même si le vaincu, on devrait y songer lorsqu'on pense aux 20 ans qu'on a passés en Afghanistan, même si le vaincu a posé un genou en terre de l'autre côté de l'arène, s'il a ressenti sa défaite, il n'en a pas forcément déduit qu'il devait reconnaître la victoire de celui qui vient de le dominer. Or, il faut que ce vaincu reconnaisse la victoire. Il a ressenti la défaite, mais il faut qu'il reconnaisse la victoire. Et ça ne se fait pas toujours. Parce que si on en reste sur un affrontement sur le critère de vérité, c'est vrai ou c'est faux, eh bien, on ne peut pas résoudre cette contradiction. On refuse de discuter, on refuse de négocier, on refuse d'échanger. On n'est pas dans le cadre d'un syllogisme héristique où le vraisemblable, et non pas le vraisemblable réunit alors que le vrai oppose, et on ne sort pas en fait du conflit. Donc, et pourtant, c'est la seule manière, voir cette guerre comme un dialogue absolument paradoxal, on le peut passer de ce que j'appelle un engagement concluant sur le plan militaire à un désengagement conclusif sur le plan politique. Mais ça se fait au prix d'une certaine vision que je qualifierais de relativiste, certains diront réaliste, de ce qui oppose les adversaires entre eux. Et donc, ce syllogisme héristique, forme fallacieuse, très spéciale, qui accepte de mettre ensemble, si vous voulez, de réunir des propositions vraies et fausses basées sur des opinions en visant un compromis politique et non un absolu moral, eh bien, permet en fait, c'est la seule manière qui permet à la guerre de secréter la paix, à la victoire militaire de se transformer en succès politique, à un engagement concluant provisoire de se transformer en désengagement conclusif sur le plan politique également, ce qu'on appelle un succès politique. Et c'est la raison pour laquelle cette hypothèse, la guerre dans sa nature même, peut être vue comme une forme de dialogue paradoxal que l'on pourrait qualifier comme un syllogisme, mais un syllogisme très particulier, et peut-être une hypothèse à prendre en compte si on veut échanger sur cette question de la nature de la guerre. Je m'excuse, j'ai été très long, mais ce sujet m'habite. Voilà. Merci beaucoup.